Alors, dans cette leçon numéro 8, nous allons parler des exemples de variables aléatoires discrètes. Alors, si dans la leçon numéro 7, nous avions défini la notion de variable aléatoire et nous avions donné quelques exemples, que ce soit pour des variables aléatoires continues ou discrètes, cette fois-ci, nous allons introduire des exemples qui ont un intérêt pratique et donc non seulement on va les illustrer à travers certaines situations, mais on va leur donner un nom pour qu'on puisse se référer à ce genre de variable aléatoire dans la suite quand c'est nécessaire. Donc tout de suite, attaquons ces exemples de variables aléatoires discrètes. Alors, premier type de variable aléatoire que nous allons voir, c'est la variable aléatoire de Bernoulli. Deuxième type de variable aléatoire, c'est variable aléatoire binomiale. Troisième type, variable binomiale négative. Puis, variable aléatoire hypergéométrique et variable aléatoire de Poisson. Donc, c'est ces différentes variables aléatoires qu'on va essayer de voir comme exemple dans cette leçon et on va les introduire au fur et à mesure que la leçon progresse. Alors, premier type de variable aléatoire de Bernoulli, dont la notion est introduite de manière très simple, parce que de toute façon, c'est une variable aléatoire très simple. Alors, soit x, la variable aléatoire, associée à une lancée d'une pièce de monnaie, qui prend la valeur 1 ou 0, selon qu'on obtient pile ou face. On note P, les chances d'avoir pile dans cette lancée. Donc, une variable aléatoire a deux valeurs, 1 ou 0, et la chance d'avoir pile est notée petit p. Alors, puisque le 1 et le 0 ne sont que des codages pour dire que finalement on a observé pile ou on a observé face, il est naturel que la probabilité que x égale à 1 soit p et que la probabilité que x égale à 0 soit 1 moins p. Tout simplement, une telle variable aléatoire est dite de Bernoulli de paramètre p et on va noter, pour ne pas reprendre toute cette phrase, x ber p entre parenthèses pour dire que c'est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. Donc, finalement, toute variable aléatoire qui prend deux valeurs, 1 et 0, telle que la probabilité que x égale à 1 soit p, on va l'appeler variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. Ce n'est pas fortuit parce que Bernoulli, c'est un nom propre et donc c'est une variable aléatoire qui a été introduite et découverte par Bernoulli. Deuxième type de variable aléatoire binomiale. Alors, toujours, la meilleure façon d'introduire cette variable aléatoire, c'est un exemple. Et donc, nous allons tout simplement revenir à notre urne qui contient 3 boules rouges numérotées de 1 à 3 et 4 boules noires numérotées de 4 à 7. On décide de faire un tirage aléatoire successif avec remise. Alors, il faut quand même noter cette condition avec remise, c'est très important. Ça veut dire que quand on fait un tirage, la boule qui sort, on la remet dans l'urne avant de faire le deuxième tirage. Ce qui fait que l'urne, à chaque fois, a la même structure. On retrouve toujours 3 boules rouges et 4 boules noires. C'est très important, parce que si on ne fait pas ça, les choses vont changer, comme on va le voir par la suite. Alors, on définit la variable aléatoire y comme étant le nombre de fois qu'on obtient une boule rouge dans ces n tirages. Y est donc à valeur dans l'ensemble 0, 1 jusqu'à n. Donc, si y est égal à 0, ça signifie que dans les n tirages, on n'a vu aucun pile, et si on arrive jusqu'à n, ça signifie que dans les n tirages, on n'a obtenu que des piles, donc aucun face. Et celles-ci, comme la précédente, sont bien des variables aléatoires discrètes, puisque l'ensemble des valeurs est fini. Pour la première, il contient 2 éléments, et pour celle-ci, il contient n plus une valeur.
Alors, le nombre de possibilités pour chaque tirage est 7, puisque nous avons 7 boules dans l'urne. Dans un tirage, n'importe quelle boule peut sortir, et de ce fait que nous avons 7 possibilités. Puisque pour chaque tirage, on a 7 possibilités, le nombre total des possibilités dans les n tirages est 7 à la puissance n. 7 fois 7 fois 7, n fois. Ces n possibilités sont toutes équiprobables. Ça veut dire qu'elles ont exactement la même chance, puisque le tirage se fait de manière aléatoire, et donc, du fait que nous faisons un tirage de manière aléatoire, à chaque tirage, on donne la même chance à toutes les boules d'apparaître dans ce tirage. Donc, c'est essentiel pour la suite. Alors, maintenant, pour k entre 0 et n, ça veut dire une des valeurs possibles, considérons l'événement y est égal à k, qui signifie que dans les n tirages, nous avions obtenu exactement k pile. Et alors, si on obtient exactement k pile dans un tirage, ça veut dire que nous avions aussi obtenu n moins k face. Alors, si je reprends le cnk qui est déjà introduit et qui est défini comme étant factoriel n sur factoriel k multiplié par factoriel n moins k, qui est en général appelé nombre de combinaisons ou nombre de choix de k parmi n, ce cnk est le nombre de façons pour les k boules rouges d'occuper k positions dans l'ordre des n tirages. Donc, maintenant, nous visons l'obtention de k boules rouges, mais même si on obtient k boules rouges, il y a cnk possibilités de les obtenir, puisqu'ils peuvent être les k premières, elles peuvent être les k dernières, ils peuvent être dans un ordre, mais le nombre de possibilités totales, c'est cnk. Quand une boule rouge occupe une position, déjà, on a déjà vu comment elle peut l'occuper, le nombre de possibilités, on l'a déjà vu. Elle peut être la boule numéro 1, ou 2 ou 3, puisque c'est ça, les 3 boules rouges qu'on a dans l'urne. Donc, une boule rouge, ça pourrait être 1, 2 ou 3. Et dans ce cas-là, le nombre de cas favorables à y égale à k est cnk, le nombre de possibilités concernant les positions des boules rouges, sans faire attention au numéro. Mais là, quand on fait attention au numéro, nous avons 3 à la puissance k possibilités pour choisir une parmi ces 3, et il nous reste 4 à la puissance n moins k possibilités pour choisir les boules noires. Et donc, la probabilité égale à k, c'est cnk, 3 à la puissance 7 fois k, à la puissance k, 4 sur 7 à la puissance n moins k. Cette formule, on l'a déjà vue, et on l'a même calculée de manière précise dans un cas particulier, et on avait aussi signalé cette possibilité de la généraliser. Bon, maintenant, nous avions essayé d'expliquer un petit peu pour quelles raisons on a ces différents facteurs dans cette formule. Alors, pour une telle variable aléatoire, on dira qu'elle est binomiale de paramètres n et 3 septièmes. Et on va noter y, b, n, 3 septièmes, pardon. Donc, puisque notre y a est à valeur dans 0 jusqu'à n, nous allons parler du premier paramètre comme étant n. Et puisque la probabilité, nous sommes intéressés aux boules rouges, et puisque la probabilité d'avoir une boule rouge c'est 3 septièmes, le deuxième paramètre c'est justement 3 septièmes. Donc elle est définie par 2 paramètres, le nombre de tirages et la probabilité d'avoir une boule rouge dans un tirage. Donc, on adoptera encore cette notation pour éviter de répéter cette phrase et de dire qu'on a une binomiale de paramètres n, 3 septièmes, comme on l'avait fait pour la variable aléatoire de Bernoulli. Si on associe
à chaque tirage une variable aléatoire de la façon suivante. Donc, au ième tirage, une variable aléatoire de Bernoulli, notée xi, et donc, elle vaut 1 si ce tirage donne une boule rouge, et 0, bien évidemment, si on a une boule noire. C'est déjà fait dans le paragraphe précédent. Alors, nous pouvons vérifier que notre y, c'est tout simplement la somme des 6xi. Alors, reprenons un petit peu la signification de y. Y était représenter le nombre de boules rouges dans n tirages. Alors, est-ce que cette relation traduit fidèlement cette représentation? Oui, dans la mesure où, si le premier tirage va résulter en pile, ici on va avoir 1, et donc il va être comptabilisé, mais s'il résulte en face, il va être, en boule noire, il va être 0, et il va disparaître de la somme. Ce qui fait que le nombre de 1 qu'on va retrouver ici, ça va être le nombre de fois qu'on a observé une boule rouge dans les n tirages. Et la somme sera le nombre de boules rouges dans les n tirages, et donc cette relation est parfaitement vérifiée. Alors, un exemple 2, la proportion des individus atteints par une maladie dans une population est P. On prend un individu au hasard, le nombre T d'individus atteints dans ce groupe est une variable aléatoire qu'on va qualifier aussi de binomiale NP. Je crois que cet exemple n'est en fait que la généralisation de l'exemple précédent à une situation un peu plus intéressante entre statistiques, parce que j'avais déjà évoqué ces situations et j'ai dit qu'en général, l'exemple de l'urne avec une boule rouge et des boules rouges et des boules noires n'est que pour la simplicité de l'exposé, mais en fait, c'est plutôt des exemples de ce genre qui vont être intéressants dans la pratique. Alors, ce qui nous a intéressé dans l'urne, c'était la proportion des boules rouges et la proportion des boules noires. Ici, on va remplacer la proportion des boules rouges par la proportion des personnes malades dans la population, et donc la proportion des boules noires sera automatiquement remplacée par la proportion des gens sains, non malades, dans la population. Et de la même façon, quand on aura fait un tirage d'un individu dans cette population, ça ressemblera au tirage fait d'une boule dans l'urne, et les chances que l'individu soit malade, c'est exactement cette probabilité P. Et comme on va faire n tirages, on va prendre n individus, c'est exactement comme ce que nous avions fait dans l'exemple de l'urne, sauf que ici, au lieu d'avoir 3/7, on a P de manière générale qui représente la proportion des personnes malades dans la population, qui était dans l'exemple de l'urne la proportion des boules rouges dans cette population. Donc, finalement, ce T sera aussi une variable aléatoire binomiale de paramètre NP. Alors, on avait déjà dit que pour notre parieur, rappelez-vous, à qui on a proposé une des deux stratégies, et on lui a dit de lancer une pièce 5 fois. S'il obtient au moins 3 succès, ça veut dire 3 piles, il aura l'équivalent de sa mise. Mais s'il veut risquer un petit peu et tenter au moins 4 piles, il aura le double de sa mise. Nous avions montré qu'à travers les fréquences des essais qu'il a fait lui-même, les choses semblaient être favorisées, la deuxième règle par rapport à la première. Nous avions aussi dit que plus tard, nous allons montrer que ce n'est pas du tout le cas et que finalement, c'est plutôt le contraire. Et maintenant, il est temps, puisqu'on s'est donné le moyen, de faire ce travail de manière correcte. Alors, si on revient à notre parieur, auquel on a proposé 2 règles de jeu, le nombre de fois qu'il peut avoir pile en 5 lancers est une variable aléatoire de Bernoulli, binomiale, de paramètres 5 et 1,5. Alors, 5, parce qu'il va lancer la pièce 5 fois, et 1,5, parce que dans chaque lancer, les chances de succès, c'est-à-dire d'avoir pile, c'est 1,5, puisqu'on va supposer que la pièce avec laquelle il va jouer, elle est
équilibrée, elle n'est pas truquée, donc il y a autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Alors maintenant que ce nombre-là est une variable aléatoire binomiale, on est en mesure de calculer les chances qu'on a délaissées dans la leçon où on a évoqué cet exemple. Alors, d'après les formules pour une variable aléatoire binomiale, je ne vais pas refaire les calculs, mais on peut vérifier que la probabilité que u égale à 0, elle est la même que la probabilité que u égale à 5, c'est 1 sur 32. Alors, que signifie u égale à 0 et u égale à 5? U égale à 0, ça veut dire que dans ces 5 lancés, le malheureux n'a obtenu aucun pile, et u égale à 5, ça veut dire qu'il a obtenu que des piles, et donc c'est quelque chose qui est en sa faveur. Mais ces deux probabilités sont égales, et ils valent toutes les deux 1 sur 32. Maintenant, P de u égale à 1 est égal à P de u égale à 4, encore une fois, et c'est 5 sur 32 à partir de la formule d'une variable aléatoire binomiale, telle qu'on l'avait vu tout à l'heure. Même chose, P de u égale à 2, P de u égale à 3, c'est 10 sur 32. Alors, finalement, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sont les valeurs possibles. Donc là, nous avons la probabilité de tous les événements élémentaires. Et donc, à partir de là, nous pouvons calculer les probabilités de n'importe quel événement, notamment ces deux événements qui nous intéressent. Alors, avant de passer au calcul de ces deux événements, on remarque que cette distribution présente une certaine symétrie. Dans quel sens? Dans le sens où les deux valeurs extrêmes, la plus petite valeur possible et la plus grande valeur possible, ont la même probabilité. Les valeurs qui lui sont voisines, 1 pour 0 et 4 pour 5, ont aussi la même probabilité. Et les deux valeurs centrales ont la même probabilité. Donc, il y a une certaine symétrie. Cette symétrie, elle émane de deux choses. La première chose, c'est que notre probabilité d'avoir pile, elle est égale à 1,5. Donc, avoir pile ou avoir face, on a exactement la même probabilité, c'est 1,5. La deuxième chose, c'est que dans notre C Kn, si on échange K en N-K, on obtient la même valeur. Et ces deux raisons font que nous avons ces égalités-là pour les valeurs extrêmes et ainsi de suite. Maintenant, à partir de là, nous pouvons calculer ces deux probabilités. Donc la probabilité que u supérieur ou égale à 3, c'est naturellement la probabilité que u égale à 3, plus la probabilité que u égale à 4, plus la probabilité que u égale à 5, qu'on peut reprendre à partir de ces formules, et finalement le total fera 16 sur 32. C'est ce que nous avions prévu dans la leçon où on avait évoqué cet exemple. Donc, 16 sur 32, c'est 1,5. Ce qui veut dire que s'il joue avec la première règle, où il doit viser au moins 3 piles et en obtenant l'équivalent de sa mise, il va jouer un jeu équitable qui est aussi bien pour lui que contre lui, parce qu'il a autant de chances de gagner et de perdre que de perdre avec cette stratégie de jeu. Maintenant, si nous voulons calculer la probabilité que u égale à 4, c'est en fait la probabilité que u égale à 3, de laquelle on enlève la probabilité, supérieure à 3, pardon, de laquelle on enlève la probabilité que u égale à 3. Donc c'est la somme des probabilités que u égale à 4, plus la probabilité que u égale à 5, et de ces valeurs-là, on obtient 6 sur 32. C'est ce que nous avions avancé dans la leçon. Maintenant, nous sommes en mesure de calculer cette probabilité. Alors, bien évidemment, il n'est pas question de comparer uniquement 6 sur 32 à 16 sur 32. Cette comparaison montrera que cette valeur-là est beaucoup plus petite que celle-ci. Mais il ne faut pas oublier que la règle qu'on lui propose, c'est le double de sa mise s'il joue avec cette stratégie. Ce qui fait que ce qui est plus naturel à comparer, c'est multiplier cette chance par 2, mais malgré tout, ça reste plus petit que cette valeur-là, puisque 12 reste inférieur à 16. Si par exemple ici, on avait 9, bien que 9 est plus petit que 16, le fait qu'on lui propose le double de sa mise, alors il serait plutôt encouragé à utiliser cette deuxième stratégie, puisqu'il est clairement en sa faveur. Mais là, elle n'est pas du tout en sa faveur. Nous pouvons maintenant dire qu'on l'a aidé
et qu'il peut choisir la première règle plutôt, sachant qu'elle est en sa faveur comparativement à la deuxième règle, mais elle n'est pas du tout en sa faveur puisque les chances de gagner sont égales aux chances de perdre. Alors, passons maintenant à un autre type de variable aléatoire, dite variable aléatoire binomiale négative. Un exemple, toujours dans l'urne à 7 boules, on décide de faire des tirages successifs avec remise jusqu'à ce qu'on obtient 4 boules rouges. Donc là, l'expérience est différente de la précédente. Nous n'allons pas faire un nombre fixe de tirages et chercher le nombre de boules rouges obtenues dans ce tirage. Nous allons plutôt viser 4 boules rouges et donc continuer à faire des tirages jusqu'à ce qu'on obtient 4 boules rouges. Et tant qu'on n'a pas obtenu 4 boules rouges, on va continuer à faire les tirages. Et alors, dans ce cas-là, nous allons appeler n le nombre de tirages qui va réaliser ce but. Donc, n, tel qu'il est défini, est une variable aléatoire. Pourquoi? Parce que personne ne sait à l'avance combien de tirages il nous faudra pour avoir 4 boules rouges. Il se peut qu'on a ces 4 boules rouges dès le départ, et donc le n serait 4. Mais rien ne prouve que finalement on va obtenir ces 4 boules rouges dès le début, et il se peut que ça va traîner un peu plus longtemps jusqu'à l'obtention de ces 4 boules rouges. Alors, n est une variable aléatoire à valeur dans l'ensemble qui commence par 4 et qui peut aller indéfiniment. Alors, 4, c'est le minimum nécessaire pour réaliser le but, parce que nous ne pouvons pas avoir n égale à 1, parce que n égale à 1, ça veut dire que nous avions fait un seul tirage. Donc, pour réaliser 4 boules rouges, il faut au moins faire 4 tirages. Et le nombre peut être illimité, parce que nous ne pouvons pas prévoir dès le départ une valeur maximale de tirage qu'il faut faire pour atteindre ces 4 boules rouges. Alors, examinons maintenant l'événement n égale à 6, qui signifie l'obtention de 3 boules rouges dans les 5 premiers tirages et une boule rouge dans la 6e. Alors, comment ça? N étant le nombre de tirages nécessaires pour obtenir 4 boules rouges. Alors, si n égale à 6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est arrêté à 6, et donc, au 6e tirage, le but est atteint. Et alors, le but est atteint, ça veut dire qu'on a obtenu la 4e boule rouge au 6e tirage. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, une boule rouge au 6e tirage. Obtenir une boule rouge au 6e tirage, ça veut dire que les 3 autres boules, on les a obtenues dans les 5 précédents tirages. Et c'est ça ce qui est dit ici, l'obtention de 3 boules rouges dans les 5 premiers tirages et une boule rouge dans le 6e. Donc, c'est la signification de l'événement n égale à 6. Alors, maintenant, nous allons associer à chaque tirage xi, la variable aléatoire de Bernoulli, qui est associée au ième tirage. Donc, la variable aléatoire qui va prendre 1 si le ième tirage nous donne une boule rouge et 0 sinon. Alors, pour un cas supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire dans l'ensemble des valeurs possibles de n, on a la probabilité que n égale à k, de manière générale, là, nous sommes en train de généraliser le surtout tout à l'heure, 6, la probabilité que n égale à k, ça veut dire quoi? C'est la probabilité que cette somme-là est égale à 3 et xk est égal à 1. Ce qui veut dire qu'au kème tirage, on a obtenu une boule rouge. Ça, c'est le dernier tirage. Puisque là, n égale à k, ça veut dire qu'on s'est arrêté au kème tirage. Et on a obtenu les 4 boules rouges. Donc, au kème tirage, on a obtenu une boule rouge. Mais, dans les cas moins un tirage précédent, on a obtenu 3 boules rouges sans se préoccuper du tirage, de l'ordre ou de la place du tirage dans lequel on a obtenu une boule rouge. Donc, nous matérialisons ceci tout simplement en disant que cette somme-là serait égale à 3. Donc, 3 parmi 6xi sont égales à 1 et les autres sont égales à 0.
c'est exactement la signification de cet événement qui est écrit de cette façon-là. Et alors, c'est cette façon qui va nous permettre de calculer de manière pratique cette probabilité. Alors, avant de calculer cette probabilité, nous allons remarquer que cette somme qui est ici représente le nombre de boules rouges obtenues dans K-1 tirage. Donc, retenons ceci, cette somme-là représente le nombre de boules rouges obtenues dans K-1 tirage. Et c'est pour ça que nous cherchons à l'identifier à 3, puisque pour s'arrêter à K, il faudrait que ce nombre de tirages nous donne 3 boules rouges et le reste que des boules noires, peu importe la position. Or, nous avions déjà vu dans l'exemple d'une variable aléatoire binomiale qu'une variable aléatoire binomiale, c'est en fait une somme de variables aléatoires de Bernoulli. Et que les xi sont vraiment des variables aléatoires de Bernoulli. Donc, le P reste toujours le P, mais le N est remplacé par K-1, puisque là, nous ne nous intéressons pas à N tirage, mais nous nous intéressons à K-1 tirage. Donc, cette somme-là est bien une variable aléatoire de binomiale de paramètres K-1 et P. Et alors, on peut montrer, et ceci deviendra plus clair et plus évident plus tard, que la probabilité que n égale à k, qui était la probabilité d'avoir cet événement et cet événement, c'est en fait le produit des probabilités. Donc la probabilité d'avoir nk, qui était la probabilité d'avoir cet événement et celui-là, est maintenant le produit du premier fois la probabilité du deuxième. Ceci, on va le justifier plus tard, mais pour le moment, admettons-le pour aller de l'avant. Et alors, en partant de cette égalité-là, on a la probabilité que n égale à k, c'est ceci, qui vient de la distribution binomiale, telle qu'on l'avait expliqué, fois ça, qui est égal à la probabilité que xk égale 1. Rappelons que xk, c'est une variable aléatoire de Bernoulli, et alors la probabilité qu'elle soit pile, c'est tout simplement les chances qu'on a pile, c'est 3/7. On a donc une formule complète qui nous permettra de calculer la probabilité que n égale à k. Cet exemple, encore une fois, il peut paraître banal, mais on peut penser à d'autres exemples un peu plus intéressants. Imaginez que on a besoin de recruter 4 personnes pour occuper une position. Et il va falloir interviewer un certain nombre de personnes. Et donc, le recruteur va commencer à accueillir les candidats et il va décider au fur et à mesure quels sont les candidats à prendre et quels sont les candidats à délaisser. Et il va s'arrêter quand il aura les 4 personnes qui répondent au profil désiré. Donc, c'est exactement le même problème. C'est accueillir des gens pour recrutement ou faire des tirages dans le but de réaliser 4 boules rouges. C'est exactement le même problème. D'autres problèmes similaires qui ont aussi un intérêt, on peut y penser, mais de toute façon, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir une idée sur ce qu'on fait et ne pas faire tous les exemples possibles, parce que de toute façon, on ne terminera jamais. Alors, dans ce cas-là, on va dire que n est une variable aléatoire binomiale négative de paramètres 4 et 3/7. Et on va noter n, bn. Donc ce n-là n'a rien à voir avec ce n. Ce n, c'est la variable aléatoire, mais ce n-là, pour dire négative, binomiale négative, de paramètres 4 et 3/7. Alors, vu la décomposition de la probabilité que n égale à k que nous avions vu tout à l'heure, en tant que produit de 2 facteurs, dans un des facteurs, le calcul se fait à partir d'une variable aléatoire binomiale, et il y a un autre facteur qui était 3/7, on comprendrait pourquoi on utilise cette appellation de variable aléatoire binomiale négative. Et donc, de manière concrète maintenant, on peut donner une valeur de la probabilité que n égale à 6. Alors, n égale à 6, ça veut dire quoi? Je l'ai déjà dit,
mais cette fois-ci je le répète parce que nous avons la formule, n égale à 6, ça veut dire qu'au 6e tirage, on a une boule rouge, et que dans les 5 tirages qui précèdent, nous avions 3 boules rouges, peu importe l'ordre. Et ceci nous donne ce nombre-là, qui est calculé à partir de cette formule. Donc, une variable aléatoire binomiale négative, nous pouvons calculer la probabilité que n égale à n'importe quelle valeur parmi les valeurs possibles, et à partir de là, nous pouvons calculer la probabilité d'autres événements qui sont un petit peu plus compliqués que les événements élémentaires. Alors, un autre exemple, T est le nombre de tirs pour qu'un tireur puisse atteindre une cible. Cet exemple-là, on l'a déjà évoqué auparavant. Alors, T, c'est une variable aléatoire binomiale négative de paramètre P est 1. Pourquoi 1? Parce que notre succès, c'est de réaliser un bon tir. C'est notre but. Donc, on va faire des tirages et continuer à tirer tant qu'on n'a pas atteint la cible, mais une fois que la cible est atteinte, on va s'arrêter. Donc, c'est aussi une variable aléatoire binomiale négative, mais avec un paramètre beaucoup plus simple, qui est 1, parce que tout à l'heure, on visait 4 boules, et là, on ne vise qu'un seul succès, donc on a 1. La probabilité d'atteinte, c'est la proba T égale K, et qui est égale à 1 moins P, K moins 1, P. Pourquoi cette formule? On va penser à une décomposition similaire à celle que nous avions faite dans l'exemple précédent. T égale K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions atteint la cible à au quatrième tirage. Et alors, si on a atteint la cible pour la première fois au 4e tirage, ça veut dire que dans les cas moins 1 tirage, on n'a fait que rater la cible. Et alors, K moins 1 de tir raté, la proba de rater c'est 1 moins P, donc 1 moins P à la puissance K moins 1, un seul tir réussi, et nous avons ici P. Mais cette formule-là, on peut l'expliquer tel que je viens de le faire maintenant, mais on peut l'obtenir à partir de la formule précédente qui était plus générale, et donc ceci n'est qu'un cas particulier de cette formule. Alors, un autre type de variable aléatoire discrète, c'est variable aléatoire dite hypergéométrique. Toujours dans notre urne à R boules rouge et M boules noires, cette fois-ci on généralise un petit peu pour ne pas rester collé à 3 et 4, on effectue un tirage sans remise cette fois-ci. Donc, dans cette expérience, une fois une boule est prise, on ne la remet plus dans l'urne. Et alors, de ce fait, le nombre de tirages ne peut pas dépasser le nombre total de boules dans l'urne. Parce que quand on arrivera à R plus M tirages, l'urne sera vide, il n'y a plus rien. Donc le nombre de tirages ne peut pas dépasser R plus M, puisqu'on a décidé de faire des tirages sans remise. Le nombre de possibilités est N à choisir parmi R plus M, soit L, le nombre de boules rouges dans les N tirages. Donc L, c'est le nombre de boules rouges dans les N tirages qu'on aura fait, sachant que le N, ici, ne peut pas dépasser R plus M. Pour K inférieur à R, le nombre des possibilités favorables à l'événement L égale à K est ceci. Alors, le premier facteur représente le choix de K boules rouges parmi le nombre total de boules rouges dans l'urne R, et le deuxième facteur représente le nombre de choix de N-K boules noires parmi le nombre total de boules noires qui est M. Et alors, finalement, le nombre de cas favorables serait ce produit. Et donc, la probabilité que L égale à K, c'est tout simplement le rapport entre le nombre de cas favorables et au nombre de cas total. On peut revoir ceci d'une autre manière, puisque nous avons ceci comme nombre total de cas, et puisque tous les cas sont équiprobables, la probabilité de chaque cas, c'est 1 sur ce nombre.
Et donc, on peut voir ceci comme le produit de ça avec 1 sur ce nombre. Donc, le nombre de cas favorables multiplié par la probabilité de chacun des cas. Et ça sera la probabilité d'avoir L égale à K. Alors, dans ce cas-là, on va dire que L est une variable aléatoire hypergéométrique. Donc, la nuance dans cet exemple, c'est que les tirages des boules se font sans remise. Et vous voyez que finalement, la distribution n'est plus la même. Ça change tout. Alors, si R égale à M, A à 3, M égale à 4, N égale à 5, c'est l'exemple de tout à l'heure. On peut calculer la proba que L égale à 2, c'est 4/7. La proba que L égale à 4, c'est de manière évidente 0. Pourquoi L égale à 4, c'est 0 dans ce contexte? Nous ne pouvons pas avoir 4 boules rouges, parce que le total des boules rouges dans l'urne, c'est 3. Donc, il n'y a aucune chance d'obtenir 3 boules rouges, puisqu'on ne remet pas de boule dans l'urne une fois qu'elle est tirée. Donc, les chances d'avoir L égale à 4, c'est 0. Alors, un autre type de variable aléatoire, c'est variable aléatoire de Poisson. Une variable aléatoire de Poisson est une variable aléatoire Z à valeur dans N, l'ensemble des entiers naturels, de 0 jusqu'à l'infini, telle que la probabilité que Z égale à K, c'est une constante alpha multipliée par une autre constante lambda à la puissance K divisée par factoriel K, où lambda est un nombre positif. Donc, vous constatez que pour la première fois, j'introduis une variable aléatoire de manière théorique et non pas à travers un exemple. Donc, on va essayer par la suite de donner un exemple pour illustrer cette variable aléatoire, mais pour le moment, retenons tout de même la formule de calcul de cette probabilité. On peut vérifier que la constante alpha, c'est en fait E à la puissance moins lambda, c'est-à-dire 1 sur l'exponentielle de lambda, tout simplement parce que cette constante alpha, il est là pour nous donner la somme des probabilités est égale à 1. Si on enlève la constante et on fait la somme de ça, on n'obtiendra pas 1. Mais si on rajoute on multiplie par alpha qui vaut ceci, la somme des probabilités, on peut vérifier qu'il est égal à 1. La probabilité de l'espace fondamental est égale à 1. Alors, maintenant, nous pouvons donner très rapidement un exemple. Sous certaines conditions, on peut supposer que le nombre d'appels téléphoniques qui arrivent à un standard pendant une période fixe D est une variable aléatoire Z de Poisson. Donc, en général, une variable aléatoire de Poisson, caractérise des appels téléphoniques qui arrivent à un standard, des avions qui arrivent à un aéroport, des bateaux qui arrivent à un port, et ainsi de suite. Donc, ça demande quelques précautions pour qu'on puisse finalement adapter cet exemple à la distribution qu'on a proposée. Mais un mot sur ce paramètre lambda, puisque le alpha, on a déjà dit ce que c'était. Ce paramètre lambda est lié à la longueur de la période D choisie. Donc, prendre le nombre d'appels téléphoniques qui arrivent en 24 heures, ce n'est pas la même chose que de prendre le nombre d'appels téléphoniques qui arrivent en une semaine. Et alors, le lambda sera lié à D. Et donc, pour une durée relativement courte, le lambda sera petit. Il est irréaliste de s'attendre à un nombre énorme d'appels. Alors, ceci n'est pas tout à fait inconsistant avec le fait que Z est à valeur dans N, car on peut vérifier que la probabilité que Z égale à K tend très vite vers 0 quand K augmente. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter, bien que ici nous sommes en train de dire que les valeurs possibles de Z peuvent être des nombres énormes, elles peuvent aller jusqu'à l'infini. Le calcul des probas, avec le choix du modèle distribution de Poisson, fait que cette probabilité, quand K devient de plus en plus grand, cette probabilité devient pratiquement insignifiante. Et donc, même si on rajoute des valeurs énormes comme valeur possible de Z, ça ne changera rien du tout, puisque leur probabilité, c'est pratiquement négligeable. Et ça ne nous pose aucun problème. Donc, encore une fois, avant de nous arrêter, je vous demande si vous avez des éclaircissements, ou bien si vous voulez tout simplement demander des exercices pour comprendre davantage ce qu'on vous a donné. Vous pouvez tout simplement vous référer au site